Merci de nous rejoindre pour poursuivre le débat. L'épidémie de burn-out que nous connaissons en ce début de 21e siècle nous alerte. Que nous dit-elle? Eh bien que parfois, le monde du travail déraille. C'est évident dans le film de Jérôme Lemaire que l'on vient de voir, et c'est pas impossible que cela fasse écho à ce que vous vivez personnellement. C'est avec le réalisateur Jérôme Lemaire et deux sociologues que nous allons entamer la discussion. Merci à tous les trois d'être là. Patricia Vendramin, Thomas Périlleux, sociologue donc à l'UCL. J'ai envie de vous poser une première question, Jérôme. Ça laisse un sentiment assez étrange à la fin du film, c'est assez déstabilisant, je dirais. Vous avez été, vous aussi, déstabilisé par ce tournage? Oui, absolument. Oui, en fait, j'ai l'habitude des tournages longs et éprouvants. Ça m'est arrivé d'aller tourner dans les montagnes au Maroc et dans des situations compliquées, mais là, c'était psychologiquement vraiment éprouvant. Il faut savoir que donc j'ai travaillé, j'étais en observation pendant 1 an et demi dans l'hôpital avant de sortir ma caméra, et puis que j'ai tourné pendant 1 an, ce qui fait 2 ans et demi. Et en 2 ans et demi, on a le temps d'être très proche des gens, de rentrer dans l'intimité. C'est le genre de cinéma que j'aime bien faire, de voir les choses depuis l'intérieur, mais du coup d'être en vibration. Et là, en l'occurrence, avec la souffrance et avec cette problématique qui est vraiment très très prenante. Oui. On ne voit pas le burn-out dans votre film, on voit plutôt les conditions de travail qui mènent au burn-out. Est-ce que, après que vous soyez parti, il y a eu des cas de burn-out? J'ai entendu dire même qu'il y avait un cas de suicide. La situation, hélas, ne s'est pas améliorée notablement. Je dirais même que la perspective, évidemment, avec le suicide qu'il y a eu, etc., crée une atmosphère qui est très lourde et très pénible. Mais malgré tout, je pense que cet hôpital a quelque part la chance d'avoir déjà identifié la souffrance, de l'avoir tenté, d'avoir fait une première tentative pour trouver des solutions. Et je pense que voilà, il reste maintenant à reprendre les choses en main et avec du suivi, aller vers une volonté de changer le système, quoi. Patricia Vendramin, vous êtes sociologue, je l'ai dit, spécialiste des conditions de travail. Ça vous a laissé quelle impression, ce film, le fait de voir, de vivre finalement ce monde du travail qui dysfonctionne? C'est évidemment assez rare. Ça correspond finalement à vos recherches? Ce que le film montre très bien, c'est que le burn-out, que la souffrance au travail, elle trouve ses racines dans les conditions de travail. Et on voit effectivement dans ces salles d'opération la somme de tout ce qui peut dysfonctionner, la perte de sens, le manque de reconnaissance, l'urgence, la dépersonnalisation, le manque de personnel aussi, hein, le fait que voilà, on a des slots dans des salles d'opération et on défile avec des patients qui n'ont même pas de nom, ils sont juste des pathologies à traiter. Et donc ça, je trouve que le film le montrait très bien. Thomas Périlleux, pour vous, il n'y a pas d'autre manière de comprendre le burn-out? C'est le symptôme d'une société du travail, d'une entreprise qui dysfonctionne? C'est ce qu'on peut appeler une sorte d'effet miroir. C'est une cristallisation sur des questions de travail, de difficultés, comme l'a dit Patricia, comme le montre bien le film, de difficultés d'organisation du travail et d'un écart croissant entre des contraintes de gestion et des valeurs du métier qui sont parfois mises à mal. Je voulais juste redire un petit mot sur le film. Je trouve qu'une de ses grandes forces, c'est d'être plongé dans l'institution. Le sous-titre, c'est dans le ventre de l'hôpital. On entre vraiment dans les coulisses de l'institution. Et c'est un travail qui n'a pu se faire que dans la durée. C'est un tournage qui a été long et Jérôme Lemaire a construit, je pense, dans cette durée, quelque chose d'une relation de confiance avec les soignants. Et je pense que c'est déjà un des premiers enseignements du film, c'est cette nécessité d'une durée. Retrouver le temps, retrouver le temps de parler, retrouver le temps de dire les difficultés du travail. Ce que vous nous donnez à voir, Jérôme, c'est aussi un vrai conflit de valeurs. Vous en avez parlé tous les deux. On voit qu'il y a tout le temps des valeurs qui s'entrechoquent et qui créent une tension maximale. Oui, tout à fait. C'est précisément d'ailleurs une crise de valeurs que connaît l'hôpital à cet endroit-là. C'est une crise de valeurs que connaît notre société. Qu'est-ce qui est valorisé par les médias, qu'est-ce qui est valorisé socialement, etc. C'est l'argent.
Donc, et la croissance, quand on dit j'ai fait une belle carrière, je fais une belle carrière, ça veut dire que j'ai mon yacht et mon compte en banque qui est rempli. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Faire une belle carrière, c'est pas ça. La valeur de notre travail, c'est pas ce que ça nous rapporte. La valeur de notre travail, c'est comment ça nous élève, comment ça nous met en évidence, comment ça m'identifie quelque part. Donc c'est encore autre chose. Enfin, vous en parlerez sans doute mieux que moi par rapport à la valeur du travail, mais je pense que c'est quelque chose qui a vraiment profondément muté ces derniers temps. Ce qu'on attend du travail, c'est trois choses. C'est à la fois un salaire et un revenu, une sécurité. C'est à la fois des relations sociales de qualité, c'est très important, et on voit dans le film effectivement des tensions fréquentes dans le bloc opératoire. Et c'est aussi la dimension qu'on appelle expressive du travail, qui est de pouvoir s'épanouir dans son travail, se développer, être connu, faire quelque chose qui a du sens. Et cette dimension, ces attentes expressives à l'égard du travail, c'est quelque chose qui évolue constamment pour différentes raisons et c'est pas concordant avec l'évolution des conditions de travail. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les cas de burn-out, qui sont la face émergée de l'iceberg, sont de plus en plus fréquents et que les situations de souffrance sont de plus en plus fréquentes parce qu'on est dans des situations de travail avec des attentes qui deviennent de plus en plus incompatibles avec la manière dont on demande de travailler. De plus en plus fréquentes, vous le disiez tout à l'heure, Jérôme, entre le début de votre film, il y a 5 ans environ, quand vous avez commencé à travailler sur ce sujet, aujourd'hui, il y a déjà une grosse différence. On parle beaucoup plus du burn-out, il y a beaucoup plus de cas. Patricia, vous avez quelques chiffres éventuellement pour nous dire l'épidémie, pour la mesurer, cette épidémie ? En fait, j'ai repris quelques données. On a peu de données sur la prévalence du burn-out, mais on a des données, des proxys qui nous permettent d'estimer quels sont les risques de burn-out. Et j'ai repris pour la Belgique qu'on a par exemple 15% se sentent non reconnus dans leur travail. 11% disent ne jamais avoir le temps suffisant pour terminer le travail qu'ils ont à faire. Un tiers de personnes qui déclarent être stressées la plupart du temps dans leur travail et un tiers de personnes aussi qui déclarent avoir un sentiment d'épuisement à la fin de leur journée de travail. Donc c'est déjà quelques données qui nous donnent quand même une intuition sur l'ampleur quand même d'un mal-être au travail qui n'est pas marginal. Thomas, il semble quand même y avoir un paradoxe. Les acquis sociaux, ils ont évolué. On est en 2017. Aujourd'hui, les gens travaillent 38 heures semaine, en toute logique. En tout cas, c'est en principe. Voilà. Alors, on a des crédits de temps, des aménagements du temps de travail, des pauses carrières, toute une série de possibilités. Et malgré ça, la situation ne fait qu'empirer. Alors, comment est-ce qu'on explique ce paradoxe-là ? Oui, c'est un vrai paradoxe. Je pense que dans les conditions de travail, il y a des améliorations et en même temps, les nouvelles formes d'organisation du travail posent des questions lourdes qui sont aussi bien illustrées dans le film. Par exemple, l'intensification du travail. Alors, intensification du travail, ça veut dire en fait, en gros, simplement faire plus en moins de temps. Plus de tâches, une compression par rapport aux demandes des usagers, des clients ou des patients. Et aussi un travail qui se déroule sous le régime de l'urgence. Alors, on dit intensification du travail, mais peut-être que le terme n'est pas tout à fait exact, parce que cette intensification, elle empêche parfois le professionnel de travailler. Et là, on touche au paradoxe. Peut-être que les conditions formelles se sont améliorées, mais le rapport subjectif au travail, donc la manière dont les personnes vivent ce travail, s'est détérioré. On a fait miroiter l'idée que intensifier le travail, intensifier la production, c'était aussi rendre la vie plus intense. Mais la vie de travail, elle demande aussi, par exemple, des temps de recul. Par exemple, la capacité de s'arrêter, de souffler, d'élaborer l'activité qui va venir. Et ça, c'est complètement écrasé par les mesures d'intensification et les mesures de quantification et le primat de la quantité sur la qualité. Là aussi, beaucoup de professionnels disent... les mesures de quantité sont peut-être utiles, mais elles sont complètement désajustées par rapport à notre expérience. Si Karl Marx nous écoute depuis sa tombe, est-ce que ça... Il parlait déjà d'aliénation par le travail, de ces individus qui se sentent comme des machines au service d'un système. Ça veut dire que ça n'a pas changé ? C'est une bonne question. Alors, c'est une bonne question, ça. Est-ce que ça a changé ? Moi, je crois qu'une des dimensions que Marx pointait et qui a réellement changé, c'est la dimension de la lutte et du conflit de classe.
Les conflits qui étaient auparavant des conflits entre dirigeants et dirigés sont de plus en plus reportés sur les épaules de chaque travailleur en particulier. Oui, on doit s'auto-évaluer. Voilà, l'autoresponsabilisation, l'auto-évaluation, je crois que certains de ces chirurgiens le montrent bien, hein, comment eux-mêmes doivent commencer à prendre en charge des tâches de planification. Et puis et de rendement aussi. La manière dont ils inscrivent leurs opérations génère plus ou moins de points. Et en fonction de ça, ils ont plus de moyens. Donc quelque part, ils sont effectivement responsabilisés sur le côté financier. Et c'est assez étonnant aussi parce que beaucoup de gens qui vivent un burn-out disent la pression, je me la suis mise tout seul. C'est pas nécessairement l'employeur qui vient avec la pression ou le système qui vient avec la pression. C'est nous qui nous sentons aussi redevables d'un certain nombre de tâches pour arriver aux objectifs qui sont là fixés par l'entreprise. Ça c'est très convergent je trouve avec le modèle du sujet entrepreneur ou employeur de lui-même. C'est-à-dire que d'une certaine manière, nous sommes tous imprégnés par un modèle de performance dans lequel nous pouvons aussi d'une certaine manière nous reconnaître. Donc il y a cet idéal de la réussite, cet idéal de la performance qui nous convient dans une certaine mesure tous. C'est d'où le fait que c'est un mal, c'est une pathologie de civilisation qui est tout à fait qui est présente à beaucoup d'endroits et chez nous tous en fait. Alors il y a quand même aussi un grand paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de travailler trop et à côté de ça, beaucoup de gens qui souffrent de ne pas travailler. Alors qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Qu'est-ce que vous, en tant que sociologue, vous prônez? Est-ce que ça veut dire qu'il faut mieux partager le travail, réduire le temps de travail? Qu'est-ce qu'on fait? Patricia, peut-être d'abord. C'est un débat éminemment politique, hein, ça, de dire effectivement partager le travail, oui, réduire le temps de travail. Mais c'est à la fois réduire le temps de travail, mais si c'est pour travailler, faire la même chose sur moins de temps, c'est ça le paradoxe aussi. Quand des personnes prennent des réductions partielles du temps de travail, finalement la charge de travail ne diminue pas. On utilise parfois aussi le terme de travail soutenable, hein, qui est un petit peu entré à la fois, pas seulement en champ scientifique, mais aussi dans le débat public. On parle de développement durable, il y a aussi du travail durable. Voilà, et c'est venu en fait, ce concept-là est entré un peu dans le débat public avec, face au vieillissement de la population active et en disant si effectivement on est censé travailler plus longtemps, dans quelles conditions va-t-on être capable de travailler plus longtemps? Est-ce que ce qui est sur la table maintenant, politiquement, on parle de réforme du travail, de loi Peters notamment, avec plus de flexibilité, on n'a plus un temps de travail figé, 38 heures semaine, mais des horaires plus flexibles, etc. Est-ce que tout ça, ça va dans le bon sens? Est-ce que ça va dans le sens d'une vie plus harmonieuse pour le travailleur, d'un équilibre? L'idée d'un travail soutenable, faisable, maniable, on l'a traduite de beaucoup de façons ici en Belgique. Sur le principe, oui, c'est une bonne perspective. Dans la mise en œuvre, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce qu'accroître la flexibilité, ça va accroître des facteurs qui sont des facteurs de souffrance aussi dans le travail. L'imprévisibilité du temps de travail, la flexibilité du temps de travail, ça veut dire que on ne sait pas forcément quels horaires on va avoir la semaine suivante. Il faut voir l'objectif aussi. Et l'objectif. Quel est l'objectif si c'est pour... Qui est à la manœuvre? Qui est le demandeur? Parce que moi je veux bien avoir un mi-temps et on me dit je te dis le soir ce que tu fais le lendemain quand tu travailles. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Et là je doute franchement que ce soit pour le confort du travailleur qu'on prenne ce genre de mesures. On n'est pas dans cette logique-là pour l'instant. La conciliation du temps de travail et du temps hors travail, c'est un gros problème actuel aussi parce qu'on est à des taux d'activité très élevés pour les hommes, pour les femmes. C'est un vieux problème. Bon, moi j'ai une très longue carrière de sociologue du travail. Ça fait 30 ans que ce problème est sur la table et on n'est toujours pas de solution satisfaisante à ce niveau-là. On va peut-être conclure avec vous, Jérôme. Votre approche, c'est vraiment de nous dire que le burn-out, c'est un symptôme de ce monde du travail qui dysfonctionne. C'est aussi le propos de Pascal Chabot qui a coécrit ce documentaire avec vous et qui est l'auteur d'un essai qui s'appelle Global Burnout. Est-ce que cette vision-là, elle est unanimement partagée? Est-ce que tout le monde aujourd'hui considère que le burn-out c'est vraiment le symptôme d'un dysfonctionnement, ou quand vous êtes allé présenter le film et le livre, vous vous rendez compte qu'il y a des gens, ça ils y croient pas, ils renvoient le burn-out vers un problème individuel? Non, de manière les deux notions ne s'opposent pas, j'ai l'impression, simplement c'est une manière d'aborder la problématique.
Le fait de le voir comme une maladie, une pathologie de civilisation, c'est plus avec des lunettes systémiques, on va dire, et c'est celle que j'ai chaussée pour observer le bloc opératoire de Saint-Louis. Et puis après, bon, ben, le fait, quand on soigne quelqu'un qui a un burn-out, certes, on peut voir l'environnement dans lequel il pourrait éventuellement retourner ou analyser d'où il vient, de quel système il vient pour en être arrivé là. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, on se concentre plus sur l'individu. Je pense que c'est pas... Voilà, les deux notions existent et c'est juste une manière différente de les regarder, quoi. Je pense que si on parle symptômes, en fait, on peut dire que ça cristallise, c'est une forme d'expression d'un malaise, mais c'est déjà une réponse. Je crois que ça c'est important du point de vue des personnes qui vivent un burn-out. C'est déjà une riposte. Alors c'est une riposte très douloureuse. Il faut évidemment considérer que ces périodes de burn-out sont extrêmement difficiles au plan personnel, au plan subjectif, et aussi d'ailleurs dans le milieu familial et évidemment professionnel. Mais je crois que c'est intéressant de se dire le burn-out c'est aussi une potentialité de métamorphose. C'est déjà une riposte. Le corps n'en peut plus. Un réajustement. On peut espérer en tout cas que ce soit entendu comme une interpellation qui n'est pas simplement une question de fragilité personnelle. C'est pas ça. C'est pas des personnes d'abord fragiles. C'est d'abord des personnes qui n'en peuvent plus parce que leurs conditions de travail, les valeurs auxquelles elles sont attachées ne sont pas rencontrées et comme on dit, le corps lâche. Mais ce corps, il a quelque chose à dire. Et je rebondis sur ce que vous dites qui est vraiment intéressant et qui laisse de l'espoir, et c'est ce que j'essaye de faire à la fin du film, c'est de dire mais si ça se passe au niveau sociétal, à savoir que des gens font leur burn-out, c'est-à-dire revivent ou font une crise de valeurs pour reprendre mieux et être plus exigeants sur les valeurs que la société, leur société ou la société leur fait traverser, à ce moment-là, ça veut dire que notre société est en train de faire son burn-out et on est en train de passer ailleurs. On est passé dans une autre dimension dans laquelle, justement, on est plus exigeant et on recultive des valeurs. Merci à tous les trois, en tout cas, pour être venus partager votre vision du burn-out avec nous dans ce train. Je vais aller rencontrer Jean-Pierre à présent, qui va nous raconter son vécu du burn-out et je pense qu'il résonne très bien à ce que vous venez de dire. Merci à tous les trois. Merci Jean-Pierre d'être monté dans le train avec nous pour partager un petit peu votre expérience du burn-out. Alors vous, le travail, on peut dire que c'était vraiment toute votre vie. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était pas un travail, c'était c'était une création, c'était ma manière à moi de me réaliser. Après, c'était un métier difficile, très difficile. Vous étiez directeur médical. Oui, voilà. Et déjà, c'est une fonction qui est compliquée, qui est mal définie et dont c'est un peu une auberge espagnole. On y trouve ce qu'on y amène. Et c'était un métier très difficile. On travaille avec de l'humain, mais on est gestionnaire en même temps, voilà, avec beaucoup de responsabilités. Voilà. Et, par ailleurs, quand je suis entré dans cette fonction-là, j'étais dans des conditions vraiment bonnes pour le faire, ce métier. J'étais dans un petit hôpital, un endroit où il y avait beaucoup de sympathie, beaucoup de chaleur dans les relations entre les gens. Et mes objectifs que je poursuivais en entrant dans ce métier, je pouvais les réaliser, et j'ai pu les réaliser de manière relativement satisfaisante, avec finalement en tirant beaucoup de satisfaction de ce métier difficile qui demandait beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais je recevais beaucoup de satisfaction, j'avais beaucoup de plaisir tout simplement de le faire. Et puis les circonstances ont changé, la taille de l'institution a grandi, on a fait des fusions, je me suis trouvé confronté à d'autres manières de faire, d'autres cultures, d'autres personnes, des personnes qui ne me connaissaient pas, avec lesquelles manifestement j'ai dû reconstruire tout un cadre relationnel. Et ça a été très compliqué. Il a fallu tout recommencer, convaincre. Et donc vous vous êtes trouvé finalement face à ce conflit de valeurs dont on a parlé juste avant. Alors, vos valeurs personnelles étaient plus celles de la nouvelle direction qui vous donnait des ordres. Oui, il y a ça. Il y a le fait effectivement que je voyais de moins en moins le lien entre ce que je faisais, ce que ma fonction m'obligeait à faire et ce qui étaient mes objectifs initiaux quand je suis entré dans cette fonction.
Vous vous êtes retrouvé obligé à virer des gens pour répondre aux objectifs de l'entreprise. Vous avez dû faire un certain nombre d'actes qui étaient un peu contre nature, j'ai l'impression. Oui, le fait de gérer des personnes effectivement et d'être amené pour des raisons de restriction budgétaire à limiter ou à réduire les effectifs a été quelque chose de très douloureux pour moi. Mais ce qui était le pire de ça, c'est que ces décisions n'étaient pas en phase avec les objectifs annoncés. Ça veut dire qu'il y avait une espèce d'incohérence entre ce qu'on disait qu'on allait faire et ce qu'on faisait vraiment. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas pu supporter. Vous étiez au milieu, un peu comme une éponge. Voilà. Le punching ball, d'abord, c'était inconfortable et vraiment émotionnellement douloureux. J'assumais mal cette décision qui m'obligeait à dire à des gens qui travaillaient, qui s'investissaient, non, tu n'auras pas les renforts dont tu as besoin, ou on va limiter les effectifs dans certains domaines. Donc il y a des projets qu'on a dû arrêter. Et puis surtout, il y avait dans le plan qu'on avait fait des projets qui nécessitaient qu'on renforce les équipes. Et c'est comme ça toujours quand on fait des fusions. Il y a un moment où on a besoin de ressources supplémentaires. On ne les a pas eues. Et donc effectivement, toute une série de projets n'ont pas pu voir le jour comme ils auraient dû. Ça a été très pénible pour moi. Vous n'étiez plus en phase avec l'évolution de l'entreprise et pourtant vous deviez continuer à donner beaucoup de vous-même, énormément d'heures de travail. Ça ressemblait à quoi une journée de travail pour vous? Écoutez, je suis un perfectionniste, c'est évident, et donc je me levais très tôt pour... Vers quelle heure? 4h, 4h30 le matin. Je suis du matin, hein. J'ai toujours bien aimé travailler le matin, mais c'est le moment où la maison est calme, tout le monde dort. J'avais l'impression de ne pas voler de temps à ma famille, à mon entourage. Mais c'était le moment où je préparais tous mes dossiers, je préparais mes réunions, parce que je n'aime pas arriver à une réunion en ne connaissant pas de quoi on va parler, en n'ayant pas des propositions à faire, compris ce que les gens voulaient, essayer d'amener des solutions, enfin voilà. Qu'est-ce qui a coincé alors à un moment donné? Qu'est-ce qui a fait que tout ça n'a plus été possible? Pendant des années, c'était difficile, mais je tirais de satisfaction et du plaisir de tout ça, parce que je voyais que les choses progressaient, qu'on allait dans la direction qui me convenait. Puis à un moment, j'ai dû consacrer plus d'énergie à ce climat relationnel qui s'était détérioré, à cette acceptation de choses qui n'étaient pas mes vrais objectifs. Et finalement, mon énergie passait plus à me défendre contre ces obstacles que de travailler sur les choses, sur le projet. Et à un moment, j'ai puisé dans mes réserves, puis j'ai épuisé mes réserves. J'en ai plus, et j'ai pas trouvé le moyen, et j'ai manqué de vigilance, j'ai manqué de compréhension de ce qui se passait. J'ai pas trouvé le moyen de faire en sorte que ces réserves se reconstituent. J'ai négligé ma vie privée, ma vie de famille, j'ai négligé les loisirs, les délassements qui sont indispensables pour un peu se ressourcer, regonfler ses batteries. Enfin, j'ai complètement négligé ça. Le travail me suivait du matin au soir, la nuit, le week-end, voilà. Il y a eu un épuisement émotionnel aussi, des choses très difficiles à vivre dans un hôpital parce qu'on est confronté à la souffrance humaine alors ça, c'est tous les jours. Et ça a participé aussi de votre état à un moment donné où c'était plus possible. Oui, non, c'est certain, c'est une dimension et c'est arrivé... Bon, le hasard sans doute, mais en tout cas, j'ai vécu coup sur coup 3 situations très pénibles de familles qui perdaient un enfant ou un jeune et où j'avais l'impression que même s'il n'était pas évident que nous avions une vraie responsabilité dans ce qui s'était passé, j'avais l'impression quand même que l'organisation, que tout ne s'était pas passé comme ça aurait dû se passer et que surtout l'institution n'avait pas de réponse à ça. On n'accompagnait pas convenablement ces gens et je me suis impliqué personnellement pour les rencontrer, pour essayer de leur parler. Voilà, c'était une erreur. Je pense qu'on ne souffre pas à la place des gens et que se faire souffrir en croyant qu'on aide les gens n'est pas une bonne option. Mais c'est vrai que ces 3 situations ont été émotionnellement extrêmement pénibles et qu'elles ont
achevé de m'épuiser. Et c'est très de peu vous temps. incendier, hein, puisque le mot burn-out, c'est ça, c'est l'incendie intérieur. Alors, ce burn-out, vous l'avez fait il y a un an à peu près, une grosse année. Et vous le disiez, ça s'est transformé petit à petit en dépression, en fait, ce burn-out. Oui. Il y a beaucoup de tristesse qui est venue s'ajouter oui, c'est ça, à cet épuisement. En fait, c'est stupide à dire, mais je ne me rendais pas compte, je ne percevais pas, je n'aurais jamais pu mettre le mot burn-out sur ce que je vivais avant, pendant des mois, des années. Je me suis trouvé progressivement entraîné dans cette situation. Après l'arrêt de travail, que je pensais être un arrêt de 3 ou 4 mois pour me reposer, pour reprendre un peu de force, à ce moment-là, je suis entré dans une grave dépression qui était à la fois liée au fait que j'avais arrêté mes activités professionnelles parce que les projets, tout ce qui structurait, toute ma vie était organisée autour de ça et tout ça, ça avait disparu. Puis mon entourage avait beaucoup souffert de toute la période précédente. Beaucoup de choses s'étaient délitées dans mes relations familiales et l'entourage, quand je me suis retrouvé dans l'état où j'étais, a eu beaucoup de mal. Je m'en veux encore de leur avoir fait subir tout ça. Mais c'était un peu une espèce de cercle vicieux qui s'enchaînait. Moins c'était facile pour moi, plus c'était difficile pour eux et plus je m'enfonçais. En fait. Et donc voilà, maintenant les choses vont mieux, mais il a fallu une grosse année, plus d'une année. On vous souhaite en tout cas que les choses continuent à aller mieux. Merci pour ce témoignage courageux parce qu'on sait que le burn-out, ça reste un sujet tabou dans notre société. On va aller rejoindre nos prochains invités. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup. Avec nous à présent, Michel Delbrouck, médecin, psychanalyste, psychothérapeute spécialisé dans le burn-out depuis un certain nombre d'années déjà. Et Anne Evrard, vous avez vécu un burn-out il y a quelques années et vous avez écrit un petit guide du burn-out, comment s'en sortir, avec des conseils très précieux pour ceux qui vivent cette situation. Alors on vient d'entendre Jean-Pierre nous parler de son burn-out, devenu aussi dépression. C'est peut-être intéressant d'emblée de préciser ce qu'est un burn-out, Michel Delbrouck, parce qu'on entend parler de burn-out, de dépression, d'épuisement. Un burn-out, c'est quoi exactement? Voilà, je pense qu'il est essentiel de bien définir, que nous parlions de la même chose, parce qu'effectivement le terme burn-out, je veux dire, est un peu galvaudé. Maintenant, on l'utilise un peu à toutes les sauces. Donc classiquement, comme Freudenberger l'a expliqué dans les années 80, et Madame Maslach, il est composé de 3 items. Le premier, c'est l'épuisement émotionnel. Et il est tout à fait normal que chacun, au cours de fois par an ou tous les 2 ans, nous ayons des périodes d'épuisement, surtout après un gros travail, des grosses tâches qui ont duré suffisamment longtemps. En général, on prend des vacances, on se repose, on récupère et quand on reprend le travail, eh bien cet épuisement émotionnel disparaît, s'atténue. Et puis le deuxième stade, c'est le stade de la déshumanisation. C'est le noyau dur du syndrome, parce qu'un syndrome, c'est l'ensemble de symptômes. Donc, dans ce noyau dur, on trouve de l'irritation. Les personnes ont des difficultés à percevoir leurs propres émotions, ne perçoivent plus convenablement les demandes qu'on leur fait, ne peuvent plus y répondre. Des gens qui sont très organisés commencent à être désorganisés. Et le troisième stade, c'est le stade de la perte d'estime de soi et de démotivation. Et si ça s'aggrave, alors on peut commencer à avoir des symptômes psychiques et des symptômes physiques, des symptômes psychiques qui s'aggravent de plus en plus et ça peut aller jusqu'à la dépression profonde. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ou bien sur le plan physique, et là on peut avoir des maladies cardiaques, de l'hypertension, etc. Mais c'est vrai que le médecin contrôle qui vient contrôler ce malade à domicile, il voit l'état dépressif majeur, il confond avec le burn-out parce qu'il n'a pas... Très souvent on confond les deux. Voilà. Mais si j'entends bien dans ce que vous dites, le burn-out, ça peut être donc très grave, avec des maladies cardiaques, etc. Le burn-out peut mener à la mort, pour être très clair. Dans certains cas, oui, s'il n'est pas pris à temps. C'est pour ça que
faire des émissions comme la vôtre où il faut absolument faire de la prévention primaire, c'est-à-dire expliquer ce que c'est. Voilà, être préventif, expliquer aux jeunes, même en fin d'humanité, à l'entrée des études de médecine, il faut que les syndicats puissent en parler à leurs ouvriers, à leurs employés, il faut qu'on en parle à l'université, dans les écoles, il faut prévenir. Anne Évrard, quand vous entendez Michel décrire le burn-out, tout ça, j'imagine, résonne par rapport à ce que vous avez vécu. Ces 3 symptômes, ils se sont présentés pour vous ? Oui, tout à fait, mais je pense que c'est la caractéristique des gens qui font des burn-out, c'est qu'on n'écoute pas son barrage qui est sous pression, tous ces symptômes physiques, psychologiques qui commencent à s'installer, on ne les écoute pas jusqu'au moment où le barrage lâche et on tombe dans le burn-out et du jour au lendemain, j'ai plus pu fonctionner. Donc un matin, j'ai pas pu me lever. J'ai commencé par dormir pendant 3 mois à raison de 18 heures par jour. Puis le reste de la première année a été très difficile, du lit au fauteuil, en pyjama. Oui, j'avais tous les symptômes avant, mais sans doute parce que j'ai pas voulu les écouter ou parce qu'on m'avait pas expliqué non plus. Il faut faire beaucoup de prévention, je pense. J'ai pas compris que j'étais une personne à risque. Alors c'est quoi les personnes à risque? On a peut-être tendance dans le grand public à encore penser que c'est des gens peut-être un peu fragiles, peut-être trop perfectionnistes. Il faut savoir que c'est souvent des gens très dynamiques, enthousiastes, plein de projets dans leur vie professionnelle, dans leur vie privée, qui veulent bien faire. C'est ces gens-là qui sont à risque. Alors jusqu'ici, on a beaucoup parlé du travail, de ce système du travail aujourd'hui qui peut être très nocif pour les individus. Mais en burn-out, bon, il y a souvent des facteurs familiaux, personnels qui jouent aussi dans cet épuisement total, dans cet incendie intérieur. Effectivement, je pense qu'il y a des théoriciens qui disent que le burn-out, c'est uniquement dû au travail, aux problèmes organisationnels, etc. Et d'autres qui disent que c'est uniquement psychologique. Moi, un peu comme Christophe Dejour, je suis pour la conjonction entre la sphère professionnelle et la sphère privée. Alors effectivement, la prise en charge du burn-out nécessite une prise en charge holistique, une prise en charge globale. Et il faut une formation pour bien soigner ces personnes qui arrivent dans un état vraiment de décomposition. Formation dont manquent parfois les médecins généralistes ou autres qui ont du mal parfois à voir ce qui se passe. Et aujourd'hui, dans les études de médecine, on n'en parle pas encore tant que ça. Pas encore. On a fait des progrès. On parle de plus en plus des problématiques psychologiques en médecine, dans les derniers masters. Mais effectivement, dans le burn-out, il y aura encore beaucoup de choses à faire. Alors, ce mix, vie privée et vie professionnelle, vous, c'est aussi ce qui a joué l'accélération, la pression. Elle ne se fait pas uniquement quand on va au boulot le matin, elle est 24 heures sur 24. Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a une telle vague de burn-out qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Ça existe depuis un certain temps, les burn-out, mais clairement, on a une très grosse augmentation du nombre de burn-out. Moi, je crois que c'est dû à l'accélération de la vie en général. Alors, dans le monde du travail, on en a parlé pendant la première partie du débat. À l'hôpital, c'est très clair, moins de personnel qui doit traiter le même nombre de malades, ils doivent travailler plus et plus vite. Ça, on le comprend. Les nouvelles technologies ont beaucoup impacté cette accélération. Moi, il y a 20 ans, j'arrivais le matin au bureau, j'avais 3 fax. C'était mon travail pour la journée. Aujourd'hui, les gens ont plusieurs centaines d'emails à traiter par jour. On comprend bien que le cerveau doit aller de plus en plus vite pour faire ça. Donc il y a une accélération dans la vie professionnelle, mais il y a une accélération dans la vie privée aussi. Moi, mes enfants, avant mon burn-out, ils avaient chacun 3-4 activités par semaine. Mais il faut organiser ça après une journée de travail complète, aller amener les enfants, les rechercher. Mais aussi les city trips aujourd'hui avec des billets d'avion à 29 €, mais on fait facilement 1 ou 2 city trips par an. Mais c'est fatigant de faire tout ça, il faut l'organiser, c'est un week-end où on ne se repose pas. Donc on est tout le temps dans l'organisation. On est tout le temps dans l'organisation, on est tout le temps dans le faire. Or, on se rend compte qu'après une période de stress, il faut une période de repos. Donc quand on a travaillé toute une journée, aller faire les taxis des enfants, aller chercher sur Internet pour un billet d'avion pas cher, etc., c'est pas se reposer. Mais être sur Facebook pendant 1 heure le soir ou Candy Crush, toutes ces choses sur les tablettes et les smartphones, c'est pas reposant non plus. Donc il y a cette accélération, moi très clairement, elle a joué un grand rôle dans mon burn-out.
Donc c'est ce que j'essaye de faire comprendre aujourd'hui, c'est que si on peut ralentir, par exemple en arrêtant de regarder ses emails professionnels de 7 h du matin au coucher, on va déjà pouvoir ramener du calme. Et quand on a du calme, on a moins de risques de faire un burn-out. On est plus à l'écoute de soi-même. Les deux facteurs interviennent, hein, vie privée, vie professionnelle. Il y a aussi le mélange des deux qui intervient beaucoup. Parce que ces emails qui arrivent par centaines dans la boîte à messages, bien souvent, c'est le soir avant de s'endormir, à 11 h. Et d'ailleurs, on le voit, hein, dans l'heure des emails qui apparaît dans notre boîte à messages, il y en a beaucoup qui sont envoyés à 23 h, à minuit ou à 4 h du matin, comme Jean-Pierre. Et tout à fait, oui. Et ça, on devra en tenir compte dans la prise en charge. Donc le début de la prise en charge, c'est vraiment une écoute très attentive de ce que la personne vit. De lui demander par exemple de décrire sa journée de travail, hein, comme vous avez fait avec Jean-Pierre tout à l'heure. Et en parlant, le patient va se rendre compte de ce qu'il est en train de raconter. D'accord ? Et ce que tu viens de dire, Anne, c'est par exemple la capacité de dire non. Non à ses emails, non à son smartphone, non au surcroît de travail, non aux heures supplémentaires qu'on nous demande. Mais c'est pas toujours facile de dire non quand l'entreprise nous met sans cesse des pressions parce qu'on a peur de perdre son emploi, on a peur. Comment on gère justement ça, mettre ses limites et... Voilà. Je pense que c'est ce que tu dis, ça s'accélère. C'est beaucoup plus difficile de dire non. Avant, quand on ne s'entendait pas avec son contremaître, on pouvait changer d'emploi. On pouvait aller dans l'usine d'à côté. Maintenant, c'est plus possible. Quand vous avez un contremaître qui est harceleur, vous êtes coincé. Mais c'est quand même possible, parce que parfois, avec l'aide du médecin du travail, du médecin traitant, on peut s'arranger pour changer de poste de travail quand c'est possible. Vous vouliez réagir? Oui, je voudrais répondre parce que, ou rebondir. Est-ce qu'on n'a vraiment pas le choix de dire non? Moi, je ne suis pas persuadée que les employeurs nous demandent de regarder 4 fois nos emails professionnels avant d'arriver au bureau et encore 6 fois en soirée et peut-être 7 fois le week-end. C'est quelque chose qui agit, à mon avis, parce que les smartphones sont comme une drogue. Et donc, chaque fois qu'on passe devant son smartphone, on a tendance à le prendre et puis on regarde vite, tiens, Facebook, tiens, mes emails professionnels. Donc, on crée nous-mêmes parfois cette confusion. Dans votre cas, c'est l'impression que vous vous étiez mise toute seule finalement? Oui, complètement. Je regardais mes emails professionnels. Personne ne m'a demandé de les regarder en dehors des heures de travail. Mais c'est devenu une habitude, même un plaisir au début. Sauf que quand on voit qu'il y a tellement de burn-out aujourd'hui, il faut peut-être commencer à dire aux gens, vous savez, avant d'arriver au travail et après l'avoir quitté, normalement, vous ne regardez plus vos emails professionnels. Si on a besoin de vous, on vous appelle. Ou s'il y a vraiment un dossier urgent, pendant une semaine, vous avez le droit de regarder. Mais pour le reste, soyez strict avec vous-même et arrêtez d'être tout le temps sur ces écrans. Il faut absolument insérer des heures blanches, où le cerveau, des heures blanches, c'est des heures sans écran, où le cerveau a le temps de revenir au calme. Faire rien à la caisse du supermarché, c'est OK. Le nombre de gens qui sont sur leur smartphone, les mamans avec des poussettes qui envoient des messages dans la rue, c'est nouveau, mais du coup on est tout le temps sur régime au niveau du cerveau et il y a des études médicales maintenant qui montrent que le cerveau a besoin de revenir au calme. Parlons un instant de la prise en charge. Anne, qu'est-ce qui aura été déterminant? Parce que si vous avez écrit ce livre Guide du Burnout, c'est parce que dans un premier temps, vous, quand vous avez été touché de me remettre en route, mais évidemment ça ne marchait pas parce que j'étais complètement épuisée. Il ne m'a rien dit d'autre, mon médecin. Et alors après quelques mois, j'ai rencontré à la sortie de l'école une maman dont je savais qu'elle travaillait, mais elle était là à 3 h 30 avec moi à la sortie de l'école. Donc on a tâtonné, on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux en burn-out. En parlant, on se rend compte qu'on passe par les mêmes étapes. Mais c'est des étapes dont personne ne nous parle. Et chaque personne en burn-out que j'ai rencontrée a conforté mon idée qu'il y avait des schémas tout à fait généraux chez tout le monde. Alors j'ai écrit ce guide du burn-out basé sur plein de témoignages de burnies, comme je les appelle, pour aider les gens à comprendre les différentes étapes. Alors le médecin généraliste, je l'ai dit. Ensuite, c'est très important de parler de ce qu'on vit à un thérapeute. Pas s'isoler. Pas s'isoler, parce que forcément le premier sentiment pour quelqu'un de dynamique qui craque, c'est la honte. Ça arrive souvent, les gens s'isolent, ils arrivent tard chez vous. Tout à fait.
beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité. Quelqu'un doit faire mon travail au bureau, mais quelqu'un doit faire mon travail à la maison aussi, parce que je ne suis plus capable de faire ce que je faisais, de la frustration, de ne pas pouvoir redémarrer. Il faut parler de tout ça. Ensuite, il faut parler pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à dire non. C'est tellement important de dire non. Non à mes enfants, non à mon mari, non à mon patron, non à mes collègues, non à moi-même qui voulais faire tant de choses, non pour le city trip. Il faut trouver un thérapeute qui va vous aider à comprendre où sont les causes, pourquoi vous dites oui, etc. Pourquoi vous avez des petites cuillères en main? Ça m'intrigue. Alors, les petites cuillères, c'est ma théorie des petites cuillères, elle est détaillée dans le guide. Imaginons une personne en bonne santé, elle a 50 petites cuillères le matin en se réveillant, disons que c'est des petites cuillères d'énergie, et chaque action qu'elle va entreprendre va lui coûter 1, 2, 3 petites cuillères. Le soir, elle est fatiguée, si tout va bien, elle passe une bonne nuit, elle se repose, le lendemain matin, 50 petites cuillères, chouette, je redémarre avec mes projets. Moi, au début du burn-out, je n'avais que 3 petites cuillères. Avec 3 petites cuillères, je ne peux rien faire. Une pour me doucher, une pour être habillée avant que mes enfants ne rentrent de l'école et une pour manger en famille. Ne demandez pas à quelqu'un en burn-out, dont vous avez l'impression que physiquement, il n'a pas l'air si mal que ça, mais qui n'a pas de petite cuillère, d'en faire plus. Il faut respecter son rythme. Au fur et à mesure du rétablissement du burn-out, on va gagner des petites cuillères et on va se rétablir. Et puis ça se fera en dents de scie, il y a des bons jours, il y a des mauvais jours. Mais alors c'est intéressant aussi, on est au retour des vacances d'été. Normalement, les gens, ils doivent avoir certainement 50 petites cuillères brillantes, plein d'énergie pour reprendre l'année. Alors si quand vous rentrez, vous vous dites 50 petites cuillères, non moi j'ai pas ça, j'ai 45 petites cuillères, il faut faire attention, se demander pourquoi on n'a plus de petites cuillères ou moins de petites cuillères aujourd'hui, parce que c'est le signe avant-coureur d'un burn-out. Alors on va avec ces 45 cuillères faire autant qu'avant, mais on va s'épuiser de plus en plus. Et perdre des cuillères. Et perdre des petites cuillères. Alors comment est-ce qu'on peut regagner, parce que ça c'est le côté magique, on peut gagner des petites cuillères en faisant des choses comme par exemple faire un petit peu de sport, bouger. Beaucoup de gens vous disent moi je bouge plus, je suis tellement crevée, j'ai plus le temps. Ou faire la sieste. Ah, la sieste, ça c'est 3 petites cuillères en une fois. Non, mais je continue aujourd'hui, moi, à faire la sieste presque tous les jours. Même simplement un quart d'heure, 20 minutes. Mais ça vous redonne de l'énergie, ça vous redonne des petites cuillères, vous pouvez redémarrer. Ça vous parle, ça, Michel? Oui, ça, c'est marrant parce que ça m'attriste, toi, sur les petites cuillères. Quand je repense à des patients qui arrivent en stade 3 ou 4, tu sais, les petites cuillères, c'est certaines cellules nerveuses. Tu sais, mon bouquin, j'ai appris comment traiter le burn-out. Et lors d'une conférence, j'avais d'abord écrit comment guérir du burn-out. Et il y a une dame qui s'est levée et qui m'a dit, docteur, je ne suis pas d'accord avec vous. On ne guérit pas du burn-out. Alors effectivement, certaines personnes ne guérissent pas du burn-out parce qu'elles ont été trop loin. Et il y a donc des capacités cérébrales qui sont non pas annihilées, mais qui sont réduites. C'est vraiment important et capital de comprendre, c'est que les fainéants, ils ne font pas de burn-out, contrairement à ce que certains patrons peuvent dire. Ce sont des gens qui parfois sont dans ce qu'on appelle dans notre jargon alexithymiques, c'est-à-dire qui ont des difficultés à mettre des mots sur leurs émotions, sur ce qu'ils vivent. Et donc, il faut être très prudent, très ouvert, très empathique pour les accueillir, leur laisser du temps, et parfois ça peut prendre plusieurs consultations pour qu'ils se racontent à eux et qu'ils se racontent à un témoin qui enfin va les comprendre. Parce que la plupart du temps, on dit écoute, oui, t'es fatigué, repose-toi, puis ça va aller, quoi. Donc il faut vraiment comprendre de l'intérieur ce qui se passe. Merci en tout cas à tous les deux. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. À propos de lieu de parole, je voulais peut-être juste dire que sur Facebook, il existe un groupe qui s'appelle Burnout Belgique, où les gens en burn-out peuvent communiquer entre eux. C'est un groupe fermé que l'extérieur ne voit pas. Et là, c'est un groupe de parole avec beaucoup d'empathie. On se donne des conseils, des bonnes adresses. Donc c'est une manière de sortir de l'isolement quand on est en burn-out, voilà, sans s'afficher encore. Trop ouvertement. Et je veux rajouter aussi quelque chose. C'est qu'il me paraît essentiel d'avoir un examen médical tout au début pour ne pas passer à côté de pathologies organiques, que ce soit une hyperthyroïdie ou des maladies psychiques graves comme des troubles bipolaires ou des choses comme ça. Merci à tous les deux en tout cas pour ces éclairages personnels et professionnels. Ce train, justement, ça vous parle, hein, vous? C'est une métaphore
que vous avez souvent utilisé pour parler de votre burn-out. Un train lancé à pleine vitesse qui tout d'un coup s'arrête. Exactement. C'est vraiment comme ça que je pouvais trouver des mots pour expliquer ce que je ressentais et ce qui m'arrivait. J'avais l'impression d'être un train à grande vitesse qui avait pris sa route 14 ans auparavant et la deuxième fois encore 15 ans supplémentaires. Vous dites la deuxième fois parce que vous avez fait 2 burn-out en fait à 15 ans d'écart. Hein. Oui, tout à fait. Et donc là, tout à coup, ce train qui roulait tellement vite, tout à coup était à l'arrêt du jour au lendemain parce que sa locomotive était cassée et plus moyen de redémarrer. Alors, 2 burn-out à 15 ans d'écart, ça veut dire que même quand on connaît les symptômes, même quand on sait ce qui peut mener à ça, on peut retomber dedans assez facilement? Assez facilement, je dirais pas, parce que d'abord, on ne peut pas l'imaginer. On ne peut déjà pas imaginer la première fois qu'on va se prendre le mur comme ça. Mais alors la deuxième fois, encore beaucoup moins. Je n'ai jamais imaginé que ça m'arriverait une seconde fois. Alors, la première fois, vous étiez avocate alors, dans un bureau avec plusieurs autres personnes? J'étais, je pense qu'on peut appeler une manager. J'étais une manager de ma vie de maman et de ma vie professionnelle. J'étais effectivement avocat en droit financier dans un cabinet international et très exigeant. Et puis j'essayais de mener tous les domaines de ma vie convenablement, à la perfection. Et je ne me rendais pas compte qu'en faisant ça, je m'oubliais complètement moi-même et je m'épuisais. Et je n'ai pas vu du tout le mur arriver. Un jour, un accident d'une de mes filles qui a créé le choc émotionnel, qui lui m'a fait caler. Et du jour au lendemain, c'était fini, je ne pouvais plus rien faire. Les conditions de travail qui étaient les vôtres à ce moment-là ont joué dans ce qui vous est arrivé, ou c'est juste une question de surcharge? Est-ce que les exigences auxquelles vous étiez confrontés vous posaient problème? Vous n'étiez pas en phase avec ce qu'on vous demandait, ou c'était juste une question de quantité finalement? C'était une question de pression constante. Je pense que c'est le stress permanent et constant, mais auquel on s'habitue en fait, qui sans doute explique qu'à un moment on craque. Mais je pense aussi qu'il y a une dimension beaucoup plus profonde, qui est la dimension du sens. Parce que au bout d'un moment, je me suis dit quand même toute mon énergie passe à finalement soutenir des intérêts financiers. Je travaillais dans le domaine financier et ça, je me rends compte que ça n'allait pas. Toute mon énergie passait à mon métier, je n'en avais plus pour ma vie personnelle. Mes enfants, j'assurais, mais je ne pouvais pas donner plus. Et donc, au bout d'un moment, je me suis quand même dit, c'est pas pour ça que je suis venue sur la Terre. Après ce premier burn-out, donc suite à une première carrière d'avocate en droit financier, vous avez décidé de vous réorienter un petit peu, d'essayer de trouver un rythme qui soit plus en phase avec le vôtre? Tout à fait, parce qu'alors là, j'ai pu effectivement trouver un meilleur équilibre en entrant alors dans le domaine de l'entreprise. Je suis entrée comme juriste dans une grosse institution bancaire. Mais ça m'a donné un meilleur équilibre de vie et ça m'a permis de me reconstituer, de me réparer petit à petit. Et en me donnant plus de place et en donnant de place dans ma vie aussi à d'autres choses plus importantes pour moi. Mais voilà, chasser le naturel, il revient au galop. Le train a repris sa route, et d'abord lentement, mais après de plus en plus vite. Et puis un beau jour, il a de nouveau cassé sa locomotive. Vous aviez des symptômes physiques qui vous annonçaient que ça pourrait revenir, ou il y avait des signes? Après coup, vous vous êtes dit, il y avait des signes que de nouveau, j'ai pas vu? Oui, les deux fois, et pas nécessairement les mêmes, au niveau du système nerveux, au niveau d'angoisse qui apparaissait, qui n'était pas là avant. Oui, il y avait des symptômes physiques. Plusieurs personnes me l'avaient dit, mon médecin m'avait dit attention, mais je ne l'entendais pas. Je pense que c'est malheureusement typique de cette pathologie, c'est qu'on ne la voit pas arriver. On ne l'accepte pas non plus. On entend aussi bien dans votre témoignage que le burn-out, c'est loin d'être la maladie des fainéants. C'est vraiment la maladie des gens qui surinvestissent. Oui, ça, je pense qu'on peut le dire. Il y a un souci. On veut tout faire. Enfin, en tout cas, moi, je voulais tout faire et je veux d'ailleurs toujours tout faire avec enthousiasme et si possible à la perfection. Et je pense qu'il y a un problème de limite qu'on ne voit pas, qu'on devrait se mettre, mais qu'on ne se met pas. Alors vous avez tiré finalement du positif quand même de ces 2 expériences douloureuses. Vous dites que vos burn-out, ça vous a permis de tomber plus haut. Alors c'est une belle image, tomber plus haut. Oui.
Tomber plus haut, c'est une expression prise par Guy Bernay-Marmol qui a écrit un livre sur le sujet. Moi, mon expression favorite, c'est plutôt c'est un cadeau pour avancer. Je considère que c'est un cadeau pour avancer dans ma vie parce que si le train ne s'était pas arrêté, il aurait continué sa course, je ne me serais pas posé de questions. Et le fait de s'arrêter permet quand même de faire des prises de conscience, de se demander en fait vers quoi, et quelle est ma destination, quelle est la destination de ce train, pourquoi est-ce qu'il roule si vite, où va-t-il? Et donc les prises de conscience font augmenter le niveau de conscience et permettent alors de se réajuster mais aussi d'avancer sur son propre chemin de vie. Pas de troisième burn-out alors? J'espère. Je vais bien sûr être attentive, mais le naturel est quand même là. Donc il faut toujours être en veille. Oui, toujours être en veille. Tout à fait. Merci Pascal pour ce témoignage. Avec plaisir. Clélia Castemot, vous êtes intervenante sociale dans les entreprises, coach aussi pour accompagner les gens en burn-out ou aussi dans le cadre de la prévention. Patrick Mesters, vous êtes fondateur de l'Institut pour le burn-out. C'est une question que vous connaissez bien en tant que psychiatre, mais vous veillez aussi à instaurer des plans anti-burn-out dans les entreprises. Et puis Jean-Charles, vous êtes responsable RH dans une grande entreprise basée à Louvain-la-Neuve, HGC Automotive, donc vous travaillez dans le secteur automobile. Patrick Mesters, j'ai envie de vous demander tout d'abord comment est-ce qu'on fait pour déburnoutiser une entreprise? Bien, tout d'abord, il faut entendre la demande de l'entreprise qui nous contacte. Nous partons de l'idée que c'est l'entreprise qui est spécialiste d'elle-même. Nous ne sommes là que de passage pour l'accompagner dans cette procédure, ce processus de prévention. Chaque entreprise a sa culture, Absolument, chaque entreprise a sa culture, a son histoire, a ses objectifs, a ses difficultés, a ses croyances par rapport au burn-out qu'il faut démystifier, qu'il faut, je dirais, simplifier. Le burn-out n'étant pas une tare et ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de collaboration et de codépendance. Et donc il nous faut écouter d'abord là où se trouve l'entreprise avant d'entrer dans l'entreprise tout en la respectant. Clélia, les entreprises, ce ne sont pas toutes les mêmes. Parlez-nous de votre expérience à vous. Il y a des choses qui font écho chez certains et pas du tout chez d'autres. Oui, je pense que là, Patrick Mesters a tout à fait raison dans le sens où chaque entreprise a son histoire, son contexte. Et dans la pratique, c'est vraiment important d'être à l'écoute justement de ce qui a déjà été fait par le passé, ce qui a été vraiment vécu comme difficulté. Ce ne sont pas exactement les mêmes partout, même s'il y a des choses qui peuvent se recouper. Donc c'est vraiment important de pouvoir cibler sur mesure les plans d'intervention, les plans d'action. Et effectivement, quelque chose qui va faire écho dans une entreprise d'un type de secteur particulier ne va pas du tout faire écho dans une autre entreprise ou même dans une autre culture. Si on prend déjà la Belgique, Wallonie, Flandre, c'est pas la même chose. Des choses qui parlent beaucoup aux entreprises en Flandre ne parlent pas spécialement en Wallonie. Avant qu'on poursuive la discussion et qu'on voit par exemple ce qui a été mis en place dans votre propre entreprise pour éviter le burn-out, un diagnostic. Le burn-out, ça coûte cher aux entreprises, Patrick Mesters. On a quelques indicatifs pour se rendre compte de la nécessité de la prévention et de la lutte contre ce problème. Voilà, donc ça coûte cher à l'entreprise, ça coûte cher lorsqu'il y a du burn-out dans l'entreprise. Il y a des enquêtes qui ont été faites en 2015 qui disent que, grosso modo, l'absence d'un collaborateur pendant 96 jours, c'était la moyenne, coûtait 20 000 € à l'entreprise. Mais ça, c'est le coût direct, puis il y a le coût indirect, parce que le travail qui n'est pas fait par cette personne-là doit être assumé par d'autres, ou bien alors il faut engager d'autres personnes, etc. Plus, c'est un coût pour l'image de l'entreprise. Il y a des endroits où certains employés, certains hôpitaux, où on a des difficultés à attirer des infirmiers, du personnel, parce qu'on sait que la charge est difficile. Ou bien on a des difficultés à retenir les talents. Ou bien il y a des accidents, il y a des incidents, il y a des conflits, il y a de l'absentéisme. Le burn-out d'un individu est le reflet parfois d'un dysfonctionnement au niveau, ou d'une réflexion à faire au niveau de l'ensemble de l'entreprise, parce que vous avez des entreprises ou des départements en soi qui sont eux-mêmes en burn-out.
Alors vous, vous avez mis un plan anti-burnout dans votre entreprise en collaboration avec Monsieur Mesters. C'était important de le faire. Vous étiez dans une période cruciale où ce burnout aurait pu aussi affecter un certain nombre des salariés. Oui, certainement. En fait, on remonte aux années 2012. On était au lendemain d'une restructuration dans l'entreprise, ce qui veut dire réduction des effectifs, charge de travail plus importante et un gros questionnement sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Chez vous, on est dans le secteur automobile, donc un secteur où il y a énormément de pression sur l'emploi, un secteur très concurrentiel. Très concurrentiel et avec nos clients qui sont tous les grands car makers ainsi, qui ont des exigences très élevées sur les délais, la qualité, les prix, etc. Donc, qui se répercutent sur les employés. Qui se répercutent sur les employés et avec une nécessité de toujours réagir très très vite. Et donc c'est un contexte qui est effectivement à risque. Et donc on constate à ce moment-là dans l'entreprise d'une part que certaines personnes ont difficile à équilibrer leur vie professionnelle, leur vie familiale. D'autre part, on a été confronté à 2 situations de burn-out et là on s'est senti tout à fait un peu démunis parce que nous n'avions pas les clés. On confond souvent burn-out et dépression, etc. Et d'où à ce moment-là la décision et la demande qui venait de notre direction de dire il faut entamer quelque chose par rapport à ça. Et c'est ainsi que nous sommes entrés en contact avec Patrick Mesters pour mettre en place ce programme. Vous dites demande de la direction, c'est un point fondamental, hein, Clélia. Il faut que la demande vienne de tout en haut, sinon on peut mettre ce qu'on veut en place, c'est compliqué. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est un premier point, je pense, une des clés pour que ça marche, parce qu'on voit quand même beaucoup de choses qui sont mises en place aujourd'hui dans les entreprises. Hein. C'est pas qu'on ne fait rien, c'est pas que la conscientisation n'est pas là, du moins au niveau théorique. Maintenant, c'est clair que si on a la chance d'avoir, même si c'est une personne dans le comité de direction qui est sensibilisée elle-même par la thématique du burn-out et même plus large par la souffrance au travail de manière générale, la perte de sens, le manque de reconnaissance dont on a beaucoup parlé ici, on aura beaucoup plus de chances vraiment d'avoir une action qui peut avoir son résultat sur la durée. Et là, si ce n'est pas le cas, si la personne qui est envoyée par l'entreprise. On a vu dans le film de Jérôme Lemaire que la pierre d'achoppement, c'était l'absence de lien, l'absence de relation, l'absence de tentative de compréhension de l'autre et de sa difficulté. C'est d'abord cela que nous faisons. Nous prenons du temps pour faire du lien. Et parmi les leviers sur lesquels il fallait, classiquement, il faut agir, c'est la charge de travail, réfléchir sur la charge de travail, le niveau d'autonomie de chacun pour réaliser son métier, la reconnaissance et la reconnaissance non monétaire, le respect de la solidarité et donc du lien, le respect du sens du travail. Il y a comme un phénomène soit de déni, soit un phénomène de honte qui isole la personne du reste. D'autre part, vous avez le climat général de l'entreprise qui parfois elle-même considère le burn-out comme le signal d'un fonctionnement inefficace, comme quelqu'un qui essaye de profiter du système. Et ça, il faut démystifier. Et comme on me le disait ici, il faut d'abord en parler. Il faut mettre des mots sur les choses, remettre du sens sur ce que l'on vit. Et à ce moment-là, on libère la parole. C'est ce qui s'est passé chez AGC. Et à ce moment-là, le lien se refait, la solidarité se fait. C'est-à-dire que c'est quand même des changements en profondeur que vous suggérez, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises, Clélia, mettre en place des salles de sport, des incentives de toute nature, des repas. Je crois que vous appelez ça les fausses cures. Oui, c'est ça, c'est le mot que j'emploie pour appeler ce type d'actions qui en soi ne sont pas mauvaises, hein, mettre en place des ateliers nutritionnels, des séances mindfulness, des sessions gestion du stress, hein, c'est bien aussi, même tout ce qui est sportif, on ne peut pas cracher dessus, c'est mieux ça que rien, mais c'est vrai que si ça se limite à ça, le risque c'est que finalement ça renvoie un peu le message aussi aux travailleurs, finalement le stress c'est normal, il faut y adapter, maintenant c'est à toi de le gérer, et donc on t'offre de multiples choses pour t'aider à le gérer, mais sans vraiment travailler sur le véritable on va t'aider à travailler plus, quoi. Voilà, c'est un petit peu le message qui peut être passé, et donc d'où la résistance aussi à finalement se remettre en question au niveau de l'entreprise, parce qu'on agit beaucoup sur l'individu à ce niveau-là. Et j'ai envie de rebondir sur le fait de mettre du sens et de pouvoir parler aussi entre collègues, parce que ça c'est vraiment une action qui pour moi a beaucoup d'importance, c'est de pouvoir mettre en place quand ça se
c'est pour moi une des premières grandes pistes d'action. Le faire en prévention, ce serait encore mieux. Donc ce que vous suggérez, c'est des choses beaucoup plus en profondeur sur les valeurs de l'entreprise, retisser du lien, tout ça, vous avez cité ce qui était important de faire. Mais est-ce qu'on ne se confronte pas très vite à la logique économique de l'entreprise, à la pression des actionnaires quand il s'agit de grandes entreprises? Et donc une étape importante, c'est d'approcher la direction et de leur dire qu'ils sont co-responsables également d'un changement possible. Donc c'est un changement de posture dans la façon dont gérer les hommes et les femmes. C'est de se rendre compte aussi qu'un burn-out au niveau de l'entreprise, l'absentéisme par exemple, le déni des valeurs, c'est-à-dire le décalage des valeurs qui existent sur le site web ou sur les murs de l'entreprise et les valeurs qui sont de fait activées en cas de crise dans les rapports humains, lorsqu'il y a un trop grand décalage, ça coûte de l'argent. On a des enquêtes qui disent que, par exemple, des entreprises dans lesquelles les collaborateurs pensent que l'équité, la justice, n'est-ce pas, fait partie de la culture de l'entreprise, dans ces entreprises-là, on a un absentéisme qui est divisé par 2. Dans les cas d'épidémie de grippe, par exemple, dans certaines enquêtes, on voit que l'absentéisme diminue également de façon substantielle dans les entreprises où il y a un souci humaniste, où il y a des valeurs qui sont respectées. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de stress. Il y a moins de stress, donc le système plus vite de sa grippe. Immunologique des personnes est plus résistant et donc on est plus résistant lorsque le virus de la grippe. En 2017, 4 ans après, si on prend 2013, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? On a renforcé probablement la cohérence entre les pratiques, les postures managériales et le discours. Notre force, c'est notre personnel. C'est facile de l'écrire, mais si ça ne se pratique pas, on a vite fait d'en rire et puis d'en pleurer, quoi. Donc je crois que ce qu'on a vu évoluer, c'est la posture managériale d'une part, pour justement mieux se rendre compte de ce qui, dans ce qu'un manager peut amener, ce qui va être plus favorable au bien-être de son équipe, plainte. Et donc ces personnes ont une attitude par rapport à leurs collègues de vigilance et sont souvent les premiers. On l'a déjà évoqué, quelqu'un qui entre dans un burn-out est probablement la dernière à s'en rendre compte et la dernière à l'accepter. Quand des collègues autour ont cette attention, cette bienveillance par rapport aux collègues, ils vont tirer le signal d'alarme et à ce moment-là, on va en douceur avec notre dispositif essayer d'approcher la personne pour lui proposer de prendre en compte sa difficulté, si elle l'accepte bien sûr. Une meilleure écoute, ok, détabouiser le burn-out, ok, mais est-ce qu'il y a vraiment eu des changements dans la manière de fonctionner de l'entreprise, dans ce qu'on demandait, ce qu'on exigeait des salariés? Je veux dire que la tâche, elle reste la même. C'est plus la manière de fonctionner et l'attention et la solidarité entre les travailleurs. Je vais prendre l'exemple d'un customer service. Ce sont des personnes qui sont en lien avec nos clients et qui se prennent toutes les plaintes, etc. Les récriminations. Quand on a une équipe liée, on dépersonnalise cette plainte, c'est pas à moi, c'est à notre système, notre organisation qui n'a pas pu délivrer à temps. Et quand on a une équipe, ça aide à prendre cette distance et donc à ne pas monter dans les tours, monter en tension et à pouvoir gérer ça avec plus de sérénité. Alors je vous laisse le mot de la fin, Patrick Mesters. Comment vous voyez évoluer la situation, vous? Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que cette épidémie va encore grandir ou est-ce qu'on est sur la bonne voie? Il est certain que l'épidémie n'est pas prête de s'arrêter, mais quand l'Institut européen d'intervention et de recherche sur le burn-out existe depuis 8 à 10 ans, mais il y a manifestement une différence entre la façon avec laquelle les entreprises prenaient conscience et agissaient il y a 10 ans et une différence avec ce qui est en train de se passer. Pour différentes raisons, pour des raisons humaines, pour des raisons de gestion, pour des raisons financières, et puis parce que tout doucement, en Belgique, il y a des lois qui recommandent certaines mesures de la part des entreprises. Donc globalement, je dirais qu'on peut rester optimiste.
Merci à tous les trois pour ces témoignages, éclairages et expertise. Merci également à tous nos invités et aux témoins pour leur courage. On sait que ce n'est pas toujours facile de parler du burn-out. Je vous souhaite une très agréable soirée et puis surtout, bon travail. Managérial et le discours, notre force, c'est notre personnel. C'est facile de l'écrire, mais si ça ne se pratique pas, on a vite fait d'en rire et puis d'en pleurer, quoi. Donc je crois que ce qu'on a vu évoluer, c'est la posture managériale d'une part, pour justement mieux se rendre compte de ce qui, dans ce qu'un manager peut amener, ce qui va être plus favorable au bien-être de son équipe, plein. Et donc ces personnes ont une attitude par rapport à leurs collègues de vigilance et sont souvent les premiers, on l'a déjà évoqué, quelqu'un qui entre dans un burn-out est probablement la dernière à s'en rendre compte et la dernière à l'accepter. Quand des collègues autour ont cette attention, cette bienveillance par rapport aux collègues, ils vont tirer le signal d'alarme et à ce moment-là, on va en douceur avec notre dispositif essayer d'approcher la personne pour lui proposer de prendre en compte sa difficulté, si elle l'accepte bien sûr. Une meilleure écoute, ok, détabouiser le burn-out, ok, mais est-ce qu'il y a vraiment eu des changements dans la manière de fonctionner de l'entreprise, dans ce qu'on demandait, ce qu'on exigeait des salariés? Je veux dire que la tâche, elle reste la même. C'est plus la manière de fonctionner et l'attention et la solidarité entre les travailleurs. Je vais prendre l'exemple d'un customer service. Ce sont des personnes qui sont en lien avec nos clients et qui se prennent toutes les plaintes, etc. Les récriminations. Quand on a une équipe liée, on dépersonnalise cette plainte, c'est pas à moi, c'est à notre système, notre organisation qui n'a pas pu délivrer à temps. Et quand on a une équipe, ça aide à prendre cette distance et donc à ne pas monter dans les tours, monter en tension et à pouvoir gérer ça avec plus de sérénité. Alors je vous laisse le mot de la fin, Patrick Mesters. Comment vous voyez évoluer la situation vous, est-ce que ça s'améliore? Est-ce que cette épidémie va encore grandir ou est-ce qu'on est sur la bonne voie? Il est certain que l'épidémie n'est pas prête de s'arrêter. Mais quand l'Institut européen d'intervention et de recherche sur le burn-out existe depuis 8 à 10 ans, mais il y a manifestement une différence entre la façon avec laquelle les entreprises prenaient conscience et agissaient il y a 10 ans et une différence avec ce qui est en train de se passer. Pour différentes raisons, pour des raisons humaines, pour des raisons de gestion, pour des raisons financières, et puis parce que tout doucement, en Belgique, il y a des lois qui recommandent certaines mesures de la part des entreprises. Donc globalement, je dirais qu'on peut rester optimiste. Merci à tous les trois pour ces témoignages, éclairages et expertise. Merci également à tous nos invités et aux témoins pour leur courage. On sait que ce n'est pas toujours facile de parler du burn-out. Je vous souhaite une très agréable soirée et puis surtout, bon travail. Bon travail.